Voilà, bonsoir mesdames, messieurs. Je vous souhaite la bienvenue pour cette deuxième partie de la chaire du Collège de France. Le Collège Belgique reçoit le Collège de France. Je n'introduirai pas, comme je l'ai fait hier, le professeur Fassin, mais je tiens à le remercier infiniment pour la première partie de la conférence hier, et puis pour la deuxième partie de cette conférence, en tout cas la suite, elle a déjà été annoncée en partie, chère madame, hier, nous en parlions dans la séance de questions-réponses. Ce sera donc comme hier, il y aura une partie de conférence, et puis après, un échange avec la salle. Et aujourd'hui, il sera vraiment impératif que nous clôturions pour 19 heures, pour des raisons de mobilité internationale. Eh bien, monsieur le professeur, cher Didier, je vous donne la parole pour cette leçon. Je ne vais pas reprendre moi non plus les longs remerciements que j'ai fait hier, mais je voudrais redire mon grand plaisir d'être dans cette belle institution de l'Académie royale de Belgique, dans cette ville de Bruxelles que j'ai toujours trouvée accueillante pour ce qui me concerne. Je remercie très sincèrement le professeur Jean Leclerc pour l'administrateur délégué du Collège Belgique, pour son accueil et les conversations que nous avons pu avoir. Je remercie également Quentin Renis et l'équipe des collaborateurs qui travaillent avec lui pour avoir organisé ma venue, et donc je leur en suis très reconnaissant. Les sciences sociales ont pour objet de produire une description et une compréhension du monde. C'est là une définition, ou tout au moins une caractérisation assez générale, qui permet de réunir le travail empirique, d'écrire, et le travail théorique, comprendre, même si l'on sait que la description n'est jamais totalement exempte d'une certaine théorie et que la compréhension s'appuie généralement sur une certaine base empirique. Je reprends là très exactement, pour ceux qui étaient là hier, les mots de ma première conférence, au cours de laquelle j'avais montré comment la reconstitution de trois perspectives autour d'un même fait offrait la possibilité d'en rendre compte de manière plus complète, et même s'agissant de protagonistes qui ont des positions différentes et des opinions divergentes, d'enrichir la compréhension d'une scène et de l'élargir à une lecture des politiques qui la sous-tendent. Mais que faire des situations où les récits ne sont pas seulement différents, mais sont contradictoires, où les versions ne sont pas seulement divergentes, mais sont incompatibles, où même il s'avère probable que certains des protagonistes mentent délibérément. Tel est notamment le cas dans les situations qui engagent un rapport à la loi, voire à la morale, dans lesquelles la violation de l'une ou de l'autre engage le risque d'une sanction, l'auteur de cette violation ayant alors intérêt à ne pas rapporter les faits tels qu'ils se sont produits pour ne pas se mettre en cause lui-même. Le 5e amendement de la Constitution des États-Unis affirme qu'une personne n'est pas tenue de s'incriminer et elle a le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, droit qui a été rappelé à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme. La personne peut ainsi légalement décider de garder le silence, même de mentir, voire de calomnier une autre personne pour se protéger. La question de la vérité ne se pose donc plus dans ce cas en termes de perspective, dont chacune présente une sorte de validité interne pour autant que la personne soit sincère, mais en termes de rapport à la réalité de ce qui s'est passé. On n'est plus dans le registre de l'interprétation, mais de l'existence ou non d'un événement, d'un incident, d'un acte. Entre la personne qui dit que quelque chose a eu lieu et la personne qui dit que rien n'a eu lieu, alors qu'elles étaient toutes deux présentes,
On peut estimer que l'une dit la vérité, l'autre non, soit intentionnellement, soit en étant victime d'une illusion. Mais le fait que le fait existe ou non épuise-t-il la question de la vérité? Pour en rendre complètement le sens, ne faut-il pas l'intégrer dans un réseau de signification? Ce sont là des questions qui se posent à l'ethnographe comme elles se posent au juge. En philosophie, il existe plusieurs conceptions de la vérité, dont certaines remontent à l'Antiquité, mais qui ont fait l'objet d'intenses discussions au cours du XXe siècle. La théorie la plus facile à saisir est, encore qu'elle ne soit pas si facile, mais on peut la résumer en tout cas, c'est la théorie de la correspondance, telle qu'elle a été développée notamment par Bertrand Russell. Selon cette théorie réaliste, au sens où elle considère que le monde existe indépendamment de la manière dont on le représente, une proposition est vraie si et seulement si elle correspond à un certain état de choses, ou dit plus simplement, si elle correspond à un fait. La théorie rivale, qui est, elle, plus difficile à appréhender, est la théorie de la cohérence, telle que proposée par Harold Henry Joachim. Selon cette théorie idéaliste, au sens où elle considère que l'activité mentale comme le fondement de la réalité, selon donc cette théorie, une croyance est vraie si elle s'inscrit dans un ensemble cohérent de croyances, indépendamment donc du fait qu'elle est un équivalent factuel dans le monde. Enfin, la théorie pragmatiste, telle qu'avancée par Charles Sanders Peirce et par William James, promeut une dimension pratique en affirmant que la vérité, c'est la fin de l'enquête et qu'elle est ce qu'il est satisfaisant de croire. Elle ne se réfère donc à aucune transcendance, ni du côté du réalisme, ni du côté de l'idéalisme, mais au consensus qui s'opère dans le monde social autour de ce qui est considéré comme vrai. Ce consensus peut ou non correspondre à l'existence d'un fait dans la réalité, peut ou non relever de croyances cohérentes. Alors comment ces trois théories éclairent-elles les questions qui se posent aux magistrats et aux chercheurs qui sont confrontés à des discours contradictoires et même incompatibles? Les magistrats cherchent en principe à savoir ce qui s'est réellement passé, conformément à la théorie de la correspondance, mais s'ils n'ont pas de preuves irréfutables leur permettant de le savoir, ils vont s'attacher à ce qui fait sens de la manière la plus consistante, comme le veut plus ou moins la théorie de la cohérence. In fine, leur décision de condamner ou non l'auteur présumé d'un délit ou d'un crime fera foi au regard de la justice, et comme dans la théorie pragmatiste, la vérité apparaîtra à la fin du processus judiciaire, comme ce sur quoi les magistrats ont tranché. Les chercheurs, de leur côté, peuvent s'attacher à savoir ce qui s'est réellement passé, comme dans la théorie de la correspondance, ou bien s'intéresser plutôt à la manière dont les argumentaires sont construits, comme dans la théorie de la cohérence. Exemple de la première position, correspondance, le livre de Carlo Ginzburg, Le juge et l'historien. C'est une tentative de récuser la décision de la justice qui a condamné son ami Adriano Sofri à une peine de 22 ans d'emprisonnement pour avoir, pensent les juges, commandité l'assassinat à Milan d'un commissaire lui-même soupçonné d'être responsable de la mort d'un anarchiste défenestré des locaux de la police. La décision de la justice repose sur les aveux tardifs d'un repenti qui a ainsi échappé à la prison en dénonçant 3 membres de l'organisation politique Lotta Continua. En reprenant toutes les pièces du dossier, l'historien italien s'efforce de produire une vérité qui corresponde mieux à la réalité. Exemple de la seconde position, une interprétation de la théorie de la cohérence, l'ouvrage collectif dirigé par Michel Foucault, Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur, mon frère. Ce livre s'attache aux différentes manières dont des vérités sont produites autour du cas d'un parricide. Là, il n'y a pas de doute, puisqu'il y a un mémoire de celui qui a commis ce parricide. Et ce mémoire, donc, qui est un aveu et une explication, auquel s'ajoute
les arguments des avocats et des juges, les discours des médecins et des psychiatres, les analyses des journalistes qui sont autant de manières de dire le vrai sur une affaire dont la réalité factuelle n'est aucunement remise en cause puisque le coupable donc s'est accusé lui-même. Il s'agit pour l'équipe de chercheurs autour de Michel Foucault de saisir pour chacun la cohérence de son propos. Donc pour Carlo Ginzburg, l'objet de l'enquête, c'est la véracité. Pour Michel Foucault, l'objet de l'enquête, c'est la véridiction. Et pour ma part, j'ai été confronté à ces différentes théories de la vérité autour de l'homicide d'un homme de la communauté du voyage par une unité d'élite de la gendarmerie française. C'est une histoire simple. Quelque part en France, Angelo, un homme de la communauté du voyage âgé de 37 ans, est recherché après qu'au terme de sa permission de sortir, il n'est pas retourné dans la prison où il était enfermé pour vol commis sans violence. 6 mois après ce qui est qualifié d'évasion, puisqu'il n'est pas rentré, alors qu'il rend visite à ses parents dans la ferme familiale, une opération d'envergure est engagée par une unité d'élite de la gendarmerie nationale, le GIGN, groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, dont les interventions sont normalement réservées aux prises d'otages et aux attaques terroristes. Cagoulés, casqués, protégés par des gilets pare-balles, armés de pistolets mitrailleurs, de tasers et de grenades, les agents des forces de l'ordre font irruption dans la petite propriété, maîtrisent les membres de la famille en les plaquant au sol sous la menace de leurs armes et se mettent en quête du fugitif qui s'est dissimulé dans un appentis. Ils le cherchent en vain et se préparent à repartir bredouille lorsque leur attention est attirée par le bruit d'un objet qui tombe dans le réduit. Lorsque les gendarmes pénètrent dans cet endroit, ils découvrent l'homme dans l'obscurité et l'abattent de 8 balles presque à bout portant. Les auteurs des coups de feu affirment que l'homme les a attaqués avec un couteau et qu'ils ont dû tirer en état de légitime défense, non sans s'être auparavant annoncé avoir tenté de le maîtriser à main nue et même avoir essayé de le contrôler par des décharges électriques de 2 tirs de taser. 5 membres de sa famille présents à l'extérieur de la remise, à quelques mètres seulement des lieux du drame, menottés, assurent pourtant que les coups de feu sont intervenus quelques secondes seulement après l'entrée dans le local, sans qu'il n'y ait eu ni sommation, ni bruit de lutte, ni même un délai suffisant pour que le déroulement rapporté par les gendarmes soit possible. Une enquête est ouverte par les services d'investigation de la gendarmerie nationale, dont les conclusions confortent la version de leurs collègues du GIGN. Le procureur de la République s'exprime publiquement dans le même sens, mais dans la mesure où il y a eu mort d'homme, il demande qu'une information judiciaire soit menée. La juge d'instruction, sur la base d'éléments troublants dans les auditions de témoins et les rapports d'expertise, décide de mettre en examen les 2 sous-officiers qui ont tiré, au lieu de leur donner le statut de témoin assisté comme l'aurait souhaité le procureur. En effet, la mise en examen indique, par définition, qu'existent des indices graves et concordants d'une probable responsabilité. C'est un fait rare dans un tel cas qui implique des forces de l'ordre, a fortiori l'unité d'élite qu'est le GIGN. De surcroît, à la surprise du parquet, la juge d'instruction établit 2 commissions rogatoires. La première, c'est l'audition du médecin urgentiste qui avait été appelé sur place pour constater le décès. Il a en effet déclaré, dans un échange enregistré avec son collègue régulateur, donc par le SAMU, que les gendarmes lui ont dit que la victime n'avait en fait pas d'arme, mais que c'était un dossier sensible sur lequel il devait faire preuve d'une discrétion totale. Fait étonnant, les enquêteurs n'avaient pas jugé bon de l'interroger. La seconde commission rogatoire est un transport sur les lieux qui permet à la juge de se rendre compte de leur configuration, de la possibilité pour les membres de la famille d'avoir entendu ce qui se passait dans l'appentis. L'instruction est longue, 1 an et demi. Alors qu'elle se termine, la réquisition du procureur étant faite et affirmant la légitime défense, la juge d'instruction, qui avait donc exprimé ses doutes, est mutée dans une autre juridiction, juste avant de transmettre sa décision. La collègue qui lui succède, et dont c'est la première affectation comme juge d'instruction, doit rédiger, dès sa prise de fonction, l'ordonnance de règlement.
Elle reprend presque littéralement l'analyse du procureur et prononce un non-lieu. Il n'y aura donc pas de renvoi aux assises, puisque l'information judiciaire n'a pas vocation à déterminer une culpabilité, mais seulement à décider de la nécessité ou non d'un procès. Un appel est interjeté par la famille. Il aboutit à la même décision. Les 2 hommes du GIGN, auteurs des tirs mortels, ne seront donc pas jugés. Profondément meurtri par la mort de son frère, soupçonnant dès le départ la fausseté des déclarations des gendarmes et choqué par la rapidité avec laquelle leur version des faits est validée par le parquet, la sœur d'Angelo s'est publiquement engagée pour, dit-elle, que la vérité soit dite et la justice rendue. Elle a pris la tête d'une mobilisation locale qui organise des manifestations pacifiques pour lesquelles elle exige le calme malgré la colère des gens du voyage. Chaque fois, elle prend la parole. Après que le pourvoi en cassation a été rejeté, elle dépose un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, espérant que l'État français fasse l'objet d'une condamnation à la fois pour les conditions dans lesquelles s'est déroulée la mort d'Angelo et pour la manière dont la justice a procédé pour innocenter les tireurs. Une histoire simple donc, un fait divers, qui n'a même pas mérité une mention dans les médias nationaux, à une exception près. Seule la presse locale l'a évoqué dans de brefs articles qui reprennent presque littéralement la version du procureur, et donc des gendarmes, sans chercher à s'enquérir des témoignages de la famille. C'est pourtant sa banalité qui doit retenir l'attention. Son apparente insignifiance est précisément ce qui la rend signifiante. Elle réunit en effet tous les éléments de nombre d'autres cas semblables de faits divers se produisant quotidiennement dans le monde, des jeunes hommes appartenant à des minorités ethno-raciales qui meurent lors d'interactions avec la police. En l'occurrence, il s'agit ici en fait de gendarmes, mais ils intervenaient bien dans des missions dites de police. Des enquêtes conduites par des collègues et des auteurs présumés, confirment leur récit des faits. Des magistrats qui décident de ne pas poursuivre en acceptant la revendication de légitime défense. Le procureur de la République l'avait dit à la famille le soir de la tragédie, « Dans des affaires comme celle-là, il est toujours difficile, je le cite, d'accéder à la vérité vraie, mais il dit qu'il s'emploierait à mettre en œuvre les outils de la loi pour, en toute transparence et loyauté, établir une vérité, ajoutant d'une formule mystérieuse mais étonnamment lucide, nous l'appellerons la vérité judiciaire. » C'est dans ce contexte que le petit collectif de la sœur de la victime m'écrit pour m'inviter à une réunion qu'ils organisent pour parler de police, de justice et de prison, et pas spécialement du cas d'Angelo. Ne pouvant être présent, j'envoie un texte général sur la base de mes travaux de recherche précédents qui est lu lors de l'événement. Je n'avais pas eu connaissance de cette triste affaire avant cette sollicitation, mais en lisant les articles de presse s'y référant, je suis immédiatement frappé par le caractère très peu plausible de la version officielle. Un homme fluet s'attaquant avec un canif à 5 gendarmes lourdement harnachés et armés qui déclenchent 2 tirs de 50 000 volts sans réduire l'agressivité de l'assaillant. Quelques mois après notre premier échange, je rends visite à la famille à plusieurs reprises et je leur propose à un certain moment de reprendre le dossier avec l'idée d'écrire sur cette affaire. Je les avertis cependant que j'accorderai la même attention aux différentes versions et que je ne peux donc pas dire ce que je conclurai, mais ils en acceptent immédiatement le principe. En quelques mois, je rassemble tous les éléments existants. Les documents, en particulier les 5 mémoires manuscrits des proches rédigés juste après les faits, les 27 procès-verbaux d'audition, les rapports d'autopsie, de balistique, de toxicologie, de police technique, de remise en situation, d'examen des armes, de transport sur les lieux, les réquisitions du parquet et les réponses des conseils, l'ordonnance de non-lieu et sa confirmation en appel, les 14 communiqués du comité de soutien et les 28 articles de journaux de la presse locale. En parallèle, je conduis 12 entretiens avec celles et ceux qui sont les protagonistes du drame en indiquant à chacun clairement mon projet de façon à éviter toute méprise. Les membres de la famille et les personnes impliquées de près ou de loin dans le drame et ses suites acceptent volontiers, tout comme les magistrats et les avocats, à une exception près, à savoir le conseil des avocats des auteurs des coups de feu.
En revanche, des contacts répétés avec les gendarmes, au niveau individuel comme au niveau institutionnel, national, demeurent infructueux, de même que le sont des requêtes itératives par courrier électronique et par téléphone auprès de certains témoins indirects, tels le médecin urgentiste ou acteur éloigné, tel le journaliste qui a rapporté l'affaire dans le quotidien local et que je verrai plus tard. C'est alors posé à moi la question de comment écrire sur cette tragédie une fois que j'avais réuni tous ces éléments. Dans la mesure où la version de la famille et les versions des gendarmes étaient inconciliables, et même dont il était certain qu'au moins, ou presque certain qu'au moins l'une des deux falsifiait les faits, soit de bonne foi en pensant que les choses s'étaient passées d'une façon qui ne correspondait pas à la réalité, soit de mauvaise foi en cherchant à incriminer les forces de l'ordre s'il s'agissait de la famille, soit de mauvaise foi en voulant se protéger s'il s'agissait des gendarmes. Mais le chercheur peut-il savoir a priori, et les lecteurs ou auditeurs, doivent-ils connaître d'emblée qui dit vrai et qui se trompe ou ment? Pour tenter de répondre à cette question et résoudre cette difficulté, j'ai là encore tenté une forme expérimentale de recherche et d'écriture. En deux temps, d'abord une enquête, puis une contre-enquête. Pour éviter le point de vue omniscient du narrateur qui rapporte les faits comme il pense qu'ils se sont déroulés, j'ai choisi de juxtaposer les différentes versions en les traitant de la même manière, à savoir en reproduisant telles qu'elles étaient énoncées par chacun des protagonistes, soit dans les entretiens que j'ai eus avec eux, soit dans les procès-verbaux des auditions que j'ai rassemblés, sans préjuger de qui dit la vérité. Je les ai écrites à la troisième personne, y compris du reste pour ce qui est du sociologue auteur du livre, pour éviter l'illusion de vérité du je et pour au contraire créer la distance de la reconstitution. J'ai de plus adopté le langage des protagonistes, par exemple, dans la famille, on dit daron pour le père, on dit Schmitt pour les policiers ou les gendarmes, on dit Cabouin pour le réduit où s'était caché Angelo. Chez les gendarmes, l'homme est désigné comme l'objectif ou bien la cible, et les gens du voyage sont appelés les gitans. Le père. Il est sur le pas de la porte de la maison lorsqu'il voit le portail s'ouvrir et les gendarmes, vêtus de sombre, cagoulés, casqués, armés jusqu'aux dents, faire irruption dans la cour. Il a juste le temps de dire à son fils, assis dans le petit salon, « Va te cacher », en lui montrant le cabouin. L'endroit, qui est une remise d'une vingtaine de mètres carrés dans le prolongement du chalet, lui sert de débarras. C'est là qu'il entrepose les objets qu'il récupère pour les vendre dans les brocantes, bandes dessinées, vieux meubles, vélos, poussettes. Il y a aussi un climatiseur et un groupe électrogène. Angelo se glisse dans son dos, pénètre dans la pièce obscure et referme la porte derrière lui. Le père le voit disparaître, vêtu de son pantalon de jogging et son t-shirt de couleur. Les hommes du GIGN envahissent la cour. Nombreux, une quinzaine, peut-être même plus. Ils vocifèrent des ordres. Le père voit l'un d'eux se ruer vers lui en criant qu'il doit se mettre à genoux, les mains sur la tête. Il refuse d'obtempérer. Il n'a jamais accepté de s'humilier devant les forces de l'ordre. Le gendarme le pousse vers le sol et le fait s'allonger sur le ventre. Il lui place les menottes dans le dos, il braque le pistolet mitrailleur sur sa tête, bouge plus où on tire. Son tuyau dans le nez, le père dit qu'il ne peut pas respirer. Il est malade, il lui faut son oxygène. Le gendarme ne veut rien entendre. « Ta gueule !» Dyspnéique, le vieil homme n'en continue pas moins de réclamer, de protester, de maudire. « Il y a trois handicapés ici, s'indigne-t-il. » Visiblement, sa déclaration n'émeut pas les militaires. Un peu plus loin, sa femme est agenouillée à même la terre, devant la caravane, près de leur belle-fille, qu'un homme du GIGN vient d'amener en la tirant par le bras. Sur le côté de la maison, près du barbecue fumant, son fils cadet et son beau-frère sont, comme lui, aplatis sur le ciment par une botte qui leur pèse sur le dos. Postés à leur côté, les gendarmes pointent vers eux le canon de leur arme. Les autres sont entrés dans les deux corps de bâtiment de la ferme où vit la famille. Quand les portes ne sont pas ouvertes, ils les fracassent d'un coup de pied. On entend les meubles renversés, les affaires qu'on jette à travers les pièces. Après les maisons, ce sont les caravanes qui sont ainsi fouillées. Au bout de plusieurs minutes de ce tapage, les militaires reviennent vers eux, visiblement dépités. Ils n'ont pas trouvé celui qu'ils cherchent. « Où est-il ? Où est le fugitif ?» tonne-t-il. Ses proches répondent qu'ils n'en savent rien. Qu'est-ce qu'ils croient ? Qu'on va le leur livrer ? Soudain, pourtant, le père réalise qu'il aurait certainement mieux fait de répondre, de leur dire qu'il était parti dans le bois. Ils auraient peut-être suivi cette fausse piste.
Il regrette de ne pas avoir eu la présence d'esprit, mais il est trop tard pour corriger. De toute façon, les gendarmes viennent maintenant de se rassembler au milieu de la cour. Ils parlent entre eux à voix basse, ils semblent se préparer à partir, si seulement. Un bruit dans la remise. Angelo a dû faire tomber quelque chose. Sûrement, il croyait qu'il n'y avait plus personne et a voulu se déplacer. Un son amorti. Mais les gendarmes l'ont entendu. 2 d'entre eux s'avancent précautionneusement, suivis par 3 autres. Ils ont leur mitraillette à la main. Le père se raidit sur le sol dur de la terrasse. Il voudrait lancer à son garçon « Rends-toi !» Mais il imagine que c'est ce qu'il va faire. Il ne va pas jouer au héros. C'est pas son genre. Les militaires heurtent la porte du caboin d'un coup sec. Ils entrent, presque immédiatement une salve. Ils vident leur chargeur. Puis un râle. Ensuite, plus rien. Son fils n'avait pas d'arme à feu. Ce ne peut pas être lui qui a tiré. Ce sont donc les gendarmes, sans un mot d'avertissement. Allongé à 5 mètres de l'entrée de la dépendance, le père en est certain, il n'a rien entendu que les coups de feu, suivi d'une brève plainte. Et le cri d'un gendarme dans le jardin qui court vers le cabanon « Cessez le feu, grenadez-le » Maintenant, c'est le silence, oppressant. Qu'est-il arrivé à son garçon? Pourquoi ne font-ils pas sortir s'ils l'ont capturé? Pourquoi ces allées et venues incessantes et ces intrigants chuchotements des gendarmes? Pourquoi ne leur disent-ils rien? Que leur cache-t-on? L'un d'entre eux apparaît dans l'embrasure du caboin. Il tient dans ses mains un tissu couvert de sang. Le père pense reconnaître le maillot d'Angelo. Il éclate. « Ils ont tué mon petit !» Un militaire lui ordonne de se taire. En entendant la terrible nouvelle, le frère un peu plus loin se redresse et hurle de désespoir. Un coup de pied dans les reins le projette vers le sol. La Rangers du militaire le maintient immobile, la tête sous le barbecue. Il proteste bruyamment, en vain. Le premier adjudant. Il sort de la caravane qu'il vient de fouiller seul, sans résultat comme les 2 précédentes qu'il a inspectées. Dans la cour, 3 hommes et 2 femmes que ses collègues ont interpellés et qu'ils tiennent en respect. Les hommes allongés sont menottés, agenouillés, les femmes, elles, n'ont pas d'entrave. Pas commodes, ces gens-là. Ça râle, ça se plaint, ça profère des injures. Tournant la tête, l'adjudant voit 2 de ses collègues entrer dans une remise attenante au bâtiment principal du corps de ferme. Il crie qu'ils ont découvert la cible. Un individu en cavale, appartenant à la communauté des gens du voyage. Dangereux, leur a-t-on dit, lors des préparatifs de l'expédition. Peut-être détient-il même une arme à feu. L'adjudant se souvient même qu'on a évoqué l'usage de drogues dures, de la cocaïne en particulier. C'est ce risque potentiel qui a officiellement justifié qu'on fasse appel au GIGN, car au départ, le groupe d'observation et de surveillance chargé de suivre les déplacements de l'objectif était censé se charger de l'arrêter. Mais avec les gitans, on ne sait jamais. La cible a donc été repérée par la géolocalisation. Ils ont été informés que l'homme était parti rendre visite à ses parents ce jour-là. La décision a dès lors été prise de l'interpeller à son domicile. Un plan des lieux leur a été projeté et un schéma de l'intervention leur a été présenté. Il consiste à surprendre la famille au moment du déjeuner. 8 militaires doivent investir les bâtiments, 3 se charger des caravanes, 3 autres se positionner au milieu de la cour en appui, et 4 enfin se placer autour du petit mur d'enceinte pour éviter un risque de fuite. Il y a aussi les officiers qui resteront un peu en retrait. L'adjudant fait partie de l'équipe des caravanes, comme ses collègues. Il se protège avec un lourd gilet pare-balles et porte un casque à visière blindée. Il s'est muni d'un pistolet semi-automatique avec 3 chargeurs de 15 cartouches, d'un fusil à pompe et d'un petit bélier pour procéder à une éventuelle effraction. Il dispose aussi de 4 grenades assourdissantes, d'une fumigène et d'une éclairante. La panoplie complète. L'opération s'est déroulée comme prévu, du moins au début. Un peu après midi, le commandant a eu la confirmation que le fugitif venait d'arriver chez ses parents. Les voies d'accès des environs ont été bloquées par les unités locales de gendarmerie. La petite propriété située au bout du village a été approchée discrètement. Les hommes du GIGN sont arrivés, cachés à l'arrière d'un fourgon banalisé. Parvenus aux abords de la maison, ils ont été informés qu'une voiture dans laquelle se trouvait possiblement l'objectif était stationnée devant le portail. En la dépassant, le chauffeur a constaté que c'était bien le véhicule annoncé, mais non l'individu recherché. 2 des militaires ont sauté pour interpeller l'adolescent qui était assis à l'intérieur, qui ne les a pas entendus venir à cause des écouteurs qu'il avait sur les oreilles. Tandis que d'autres se plaçaient aux 4 coins de la propriété, le reste du groupe s'est constitué en colonne d'assaut, prête à intervenir sur les lieux, chacune composée de 3 militaires, le premier d'entre eux étant porteur d'un bouclier. L'incursion dans la cour a produit l'effet de surprise escompté. Un gendarme a crié « Gendarmerie !» Tous à terre, main sur la tête. Plusieurs autres
se sont précipités vers les personnes présentes dans la cour, 2 hommes autour d'un barbecue, un autre plus âgé devant le bâtiment principal, une femme près de la caravane et aussi un enfant. Pendant ce temps, avec 2 de ses collègues, l'adjudant a d'abord visité une sorte de hangar, puis exploré les 2 caravanes. Personne. Ils ont ensuite été appelés dans l'un des bâtiments d'habitation, toujours pas de trace de la cible. Quand l'adjudant est revenu vers le centre de la propriété, il a vu qu'il y avait maintenant une jeune femme parmi les adultes, tenue en respect. Il est ensuite entré dans une troisième caravane. La fouille du petit espace ne lui a guère pris de temps. L'objectif ne s'y était pas caché non plus. C'est en ressortant dans la cour qu'il aperçoit ses 2 collègues qui pénètrent dans une petite dépendance et qui les entend annoncer leur découverte de la cible. Il s'élance à leur suite. À peine entré dans le local, il constate en effet, dans l'éclairage du laser de l'un d'eux, la présence d'un homme torse nu, tapi dans l'obscurité, dos au mur, muet, faisant face aux 2 militaires qui pointent sur lui leur pistolet. Il entend l'un d'eux crier que l'objectif a un couteau et lui ordonner de lâcher. Mais lui-même ne voit pas l'arme. Ses 2 collègues reculent pour éviter d'être blessés. Un autre, entré dans la remise un peu avant lui, sort son taser et fait feu. La décharge électrique tétanise brièvement l'individu, qui se redresse pourtant, arrache les fils de sa main gauche et se jette sur les 2 militaires qui lui font face. Une série de coups de feu retentit, puis une autre. L'adjudant discerne mal ce qui vient de se passer. Il devine qu'un de ses camarade a été projeté au sol et entend une voix qui crie « Touché !» Il croit que son collègue a pris une balle perdue. Probablement un tir fratricide, comme cela arrive parfois. L'homme continue d'avancer, silencieux, menaçant, le bras droit levé. Il se rue vers l'autre gendarme qui lui fait face. Le plaque contre le mur, tente de le frapper. Mais il marche maintenant en direction de l'adjudant, qui, malgré la faible distance qui les sépare, n'a toujours pas vu le couteau, mais suppose que l'individu en est porteur. Sa réaction est immédiate, il tire pour le stopper. Sans sommation, une seule balle, à faible distance, dans le plexus. Il voit le sang couler sur la paroi abdominale. L'individu fait encore un pas, puis s'effondre, tête en avant sur le vélo. L'adjudant range son arme. La pièce est à nouveau plongée dans le noir, à l'exception du ray de lumière en provenance de l'entrée que barre en partie la présence de ses collègues. Il entrevoit le corps allongé à ses pieds, il se penche. L'individu semble mal en point, il respire avec peine, il gémit faiblement. Avec l'aide de son collègue, l'adjudant le retourne et lui passe les menottes. Le but de l'intervention était de l'interpeller. C'est chose faite. Le menottage effectué, il se dit que le type n'est pas loin d'être mort. Donc en suivant la même démarche d'écriture que je viens de présenter sur 2 cas, le père et le premier adjudant, j'ai repris le récit de la mère et du 2e adjudant, puis de la sœur qui suivait un cours à l'extérieur du village lorsqu'elle a reçu un appel annonçant qu'un drame était intervenu, et on n'a pas laissé accéder à la ferme, du procureur qui se rend sur place pour convaincre la famille de se laisser auditionner, en échange de quoi il leur dira si Angelo est vivant ou mort, ce qu'ils ne savent pas, du médecin urgentiste qui, en quittant les lieux, transmet à son collègue des informations compromettantes, du journaliste qui reprend dans ses articles de la presse régionale, la version qui a été donnée par le parquet. L'enquête pourrait en rester là. Je n'étais pas sur place et je n'ai pas de raison de privilégier a priori une version plus qu'une autre. Le travail de la justice a consisté à décider de qui disait la vérité. La juge d'instruction a retenu la version des gendarmes qui lui avait été présentée dans les réquisitions du parquet. Les gendarmes sont innocentés car ils ont tiré en légitime défense. Le procureur avait qualifié cette version de vérité judiciaire. C'est en effet celle qui s'impose à toutes et à tous par la force de la loi et du droit. Mais faut-il en rester là? Faut-il reconnaître que lorsqu'il y a des récits aussi contradictoires, il n'y a pas de moyen pour le chercheur de savoir où est la vérité et que la seule disponible est donc celle établie par la justice? Face à ces questions, le chercheur peut considérer que ce n'est de toute façon pas à lui de déterminer où se situe le vrai et que son travail est de comprendre comment l'appareil judiciaire a tranché sans s'interroger sur la validité de la décision. De plus, quand bien même il se donnerait cette mission, il peut estimer ne pas être en mesure d'y parvenir quand existe un conflit d'interprétation aussi radical autour d'un cas. En l'occurrence, ayant présenté les différentes versions des faits, je pourrais laisser aux lecteurs, aux auditeurs, décider, s'ils le souhaitent, de celle qui leur semble la plus plausible.
D'ailleurs, les anthropologues tentent souvent à contester l'idée même de vérité, sachant combien la prétention à détenir cette vérité et à l'imposer a causé de dommages et de souffrances dans l'histoire du monde. Ici, cependant, la question de la vérité n'a nulle aspiration universaliste. Il s'agit, au fond, simplement de savoir si l'homme avait un couteau, s'il s'est jeté sur les gendarmes, s'il a résisté à 2 décharges électriques, ou bien s'il a simplement été abattu lorsqu'on l'a découvert. La question est donc de savoir quelle peut être la légitimité du chercheur à mettre en cause l'autorité de la justice. Dans sa célèbre conférence en tant que président de la Society for the Study of Social Problems, en 1966, le sociologue Howard Baker demandait « Whose side are we on ?» De quel côté sommes-nous? Il répondait aux attaques de ceux qui voyaient un biais idéologique dans le travail des sociologues, et il affirmait que dans la mesure où, dans la plupart des cas, le récit officiel est bâti sur la base de la version des dominants, qu'il s'agisse de la police, des juges, des professeurs, des médecins, alors que celle des dominés, jeunes délinquants, toxicomanes, patients, n'avaient pas droit de citer. Au fond, ce que faisaient les sociologues, disait-il, permettait à l'inverse, d'une part, de rétablir un certain équilibre en faisant entendre la voix des dominés, et d'autre part, de soumettre l'autorité des dominants à un examen critique. D'une manière générale, on peut ajouter qu'il y a 2 raisons principales à l'inégalité des vérités dans le cas de rapports de pouvoir. Premièrement, la hiérarchie des crédibilités favorise ceux qui jouissent d'une autorité. Deuxièmement, la force des affinités bénéficie à ceux qui participent au même réseau. Dans le cas présent, la hiérarchie des crédibilités est extrême, car d'un côté, les gendarmes sont des agents assermentés, et de l'autre, les gens du voyage font l'objet de préjugés nourrissant la méfiance à leur égard. Quant à la force des affinités, elle joue dans les relations entre magistrats et gendarmes, les premiers ayant besoin des seconds pour leurs enquêtes et les interpellations qui en découlent, les uns et les autres appartenant au même appareil répressif, alors que la distance sociale ne saurait être plus grande entre la catégorie supérieure à laquelle appartiennent les juges et le groupe social marginalisé que représente la communauté des voyageurs. Les réquisitions du parquet révélaient combien peu avaient été prises en considération les versions de la famille de la victime. Il me semblait dès lors légitime, pour le chercheur en sciences sociales, de reprendre le dossier dès lors qu'il se refusait lui-même, c'est-à-dire moi, d'accorder plus de crédit à certains protagonistes par rapport à d'autres, et qu'il ne se trouvait lié à aucun d'eux. À la différence de la position avancée par Howard Baker, il s'agissait pour moi non pas de choisir un camp, mais simplement de traiter tous les récits de la même manière. Il y avait à cela 2 raisons, l'une éthique, l'autre stratégique. D'une part, toutes les personnes mêlées à cette tragédie méritent le même respect, c'est la dimension éthique, et d'autre part, sembler prendre parti desservirait à l'évidence la cause défendue, c'est la dimension stratégique. Je veux ainsi plaider pour un droit des chercheurs à rechercher la vérité d'un fait, quand bien même elle s'oppose à la vérité des juges. J'ai donc repris et confronté toutes les pièces du puzzle, récit aussi bien qu'expertise. Et le fait le plus remarquable concernant les récits est que non seulement les versions des 5 membres de la famille présents à l'entrée de la remise sont inconciliables avec celles des 5 gendarmes qui se trouvaient à l'intérieur, ce qu'on peut attendre, mais également alors que les versions de la famille sont pratiquement identiques, les versions des policiers, des gendarmes, diffèrent significativement entre elles, et ce malgré le débriefing qui a été réalisé par leurs supérieurs avant les auditions. Considérons le récit de la découverte de l'homme qu'ils appellent l'objectif. Au moment de la découverte de l'objectif, un premier gendarme affirme qu'il aperçoit un individu assis en boule qui lui demande de lever les bras et que l'homme s'exécute sans délai, se mettant debout les mains en l'air et restant un long moment sans bouger dans cette position, bien qu'il lui ordonne alors d'avancer. Le second adjudant, qui se trouve à ses côtés, raconte qu'une fois éclairé par le laser, l'homme leur fait face, gesticule, hurle, les insulte, refuse de tempérer à l'ordre répété de se coucher au sol. Le premier adjudant, qui est juste derrière ses 2 collègues, explique qu'il est arrivé quelques secondes après que l'homme a été trouvé, mais assure que ce dernier n'a pas émis un son durant toute l'intervention.
Un deuxième gendarme entend ses collègues dire à l'individu de se rapprocher, tandis que celui-ci se tient debout devant eux, dans une posture de boxeur en garde, les poings en avant. Quant au troisième gendarme, il n'apporte guère de précision. En somme, dans ces premiers instants de l'interaction, Angelo était-il immobile ou agité? Vociférait-il ou se taisait-il? Levait-il les mains en l'air ou avait-il les poings en avant? Et les ordres qui lui étaient donnés lui intimaient-ils de se lever, de se coucher ou d'avancer? De même, dans ce qui suit immédiatement sur la base des dépositions des gendarmes, qu'en est-il de ce moment crucial? Comment l'auteur du tir supposé mortel a-t-il pu ne jamais voir le couteau alors qu'il décrit l'homme avançant agressivement vers lui? Quelqu'un a-t-il vraiment crié « touché » comme il le dit, bien que 4 des 5 militaires n'aient pas entendu ce cri? Était-il 1, 2 ou bien 3 à empoigner leur cible avant qu'elle ne donne son arme, comme ils le disent? Était-il 1, 2 ou encore 4, selon les versions, à se retrouver au sol à la fin de la séquence? Finalement, Angelo s'est-il effondré immédiatement après avoir reçu le coup de grâce, comme le dit le tireur qui se trouvait devant lui et pense l'avoir mortellement touché? Ou bien a-t-il continué à se battre une fois au sol, se livrant à un corps à corps alors qu'on essayait de lui arracher son arme, comme le prétendent 2 de ses collègues qui assimilent ce moment à une mêlée de rugby? Mais tout aussi troublantes sont les incompatibilités entre les dépositions des gendarmes et les données d'expertise technique. Il arrive que, dans un document officiel, un détail en donne la clé de lecture, parfois à l'insu de ses rédacteurs. On trouve dans l'ordonnance de non-lieu de la juge d'instruction un tel détail. Pour établir l'absence d'intention de donner la mort, il est indiqué que l'autopsie a permis de localiser les tirs dans une région comprise entre le thorax et le haut du bassin sans qu'aucun n'atteigne un organe vital, tel que la tête ou le cœur, et que donc les militaires ont fait usage de leurs armes afin simplement de contenir leur cible qui ne se laissait pas appréhender. Ce point est essentiel pour obtenir le non-lieu, car il permet d'affirmer que la volonté homicide est manifestement exclue. Que dit pourtant le rapport d'autopsie? Il existe 5 orifices d'entrée des balles, dont 4 dans le thorax. L'examen de la cavité thoracique établit que l'un des projectiles a traversé le sac péricardique, l'oreillette droite et le ventricule droit. Le cœur a donc bien été atteint. Transpercé. Il existe un hémothorax avec 1 litre de sang du côté droit et plus d'1 litre du côté gauche, causé par la brèche cardiaque, ainsi que des lacérations multiples des 2 poumons provoquées par des trajets de balles. Si l'on ajoute les 300 ml d'hémopéritoine au niveau de l'abdomen par lésion du foie et du rein droit, c'est la moitié du volume sanguin du corps de la victime qui a été extravasé en quelques instants. Ainsi, non seulement le cœur a bien été touché, de même que les poumons, mais c'est l'hémorragie massive qui en est suivie, qui a provoqué la mort presque immédiatement par désamorçage de la pompe cardiaque. Le rapport de l'Institut médico-légal étant clair à cet égard, pourquoi donc faire figurer dans l'ordonnance de non-lieu un élément qui le contredit et qu'il est pourtant si facile d'invalider? On pourrait certes penser qu'il ne s'agit là que d'une scorie malheureusement malencontreusement oubliée du fait d'une lecture inattentive du rapport d'autopsie ou d'une confiance excessive dans le travail du parquet. Ce serait le cas si cet élément était isolé. Mais il s'inscrit dans un schéma général d'exclusion des faits pouvant contredire la version des gendarmes. Pour s'en tenir à la seule autopsie, que complète l'analyse balistique, une donnée cruciale n'est pas prise en compte. Elle concerne les trajectoires des projectiles. Les 5 balles qui ont touché la victime sont toutes tirées de haut en bas. 4 d'entre elles dans la partie supérieure du thorax, en faisant avec le corps des angles très marqués par rapport à l'horizontale, l'une étant même presque verticale. Les 2 auteurs des tirs mortels ne pouvaient donc que se trouver nettement au-dessus de la victime et très proches d'elle. Or, les 5 gendarmes présents dans la remise indiquent que leur cible était debout, les 2 tireurs se décrivant comme face à elle, donc à sa hauteur, l'un d'eux ayant également tiré une fois qu'il était tombé, donc nettement au-dessous d'elle. Non seulement l'ordonnance ne prend pas en compte cette contradiction, mais pour l'éluder, elle modifie légèrement la conclusion du rapport balistique en substituant un adverbe à un autre et en le mettant entre guillemets comme s'il s'agissait d'une citation, les trajectoires étant alors décrites comme étant probablement, au lieu de globalement, de l'avant vers l'arrière et du haut vers le bas.
Et d'autre part, elle n'introduit pas dans la discussion aboutissant au non-lieu. Elle ne l'introduit pas, préférant souligner à nouveau l'absence de localisation des tirs dans des organes vitaux. En somme, de même qu'un objet malencontreusement abandonné sur une scène de crime peut servir de pièce à conviction permettant d'en identifier l'auteur, de même, l'indication de l'absence d'atteinte d'un organe vital imprudemment laissé au regard du lecteur apparaît ici comme la signature d'une stratégie argumentative. Aisé à infirmer, cette assertion invite en effet à rechercher d'autres indices. Outre ceux que j'ai déjà mentionnés, il ne manque pas les témoignages répétés des 5 membres de la famille présents lors de l'opération, selon lesquels les tirs avaient retenti presque immédiatement après l'entrée des gendarmes dans la remise sans qu'aucune sommation n'ait été entendue, ce que des gendarmes eux-mêmes ont confirmé, se trouve remplacé dans la discussion finale par l'affirmation que certains d'entre eux avaient entendu des cris sans distinguer précisément leur sens, ce dont il est déduit que les militaires s'étaient bien signalés. L'enregistrement des propos du médecin appelé sur les lieux selon laquelle la victime n'avait pas d'armes et les gendarmes lui demandent de faire preuve de réserve est écarté en raison de ce qui est simplement présenté comme un contexte inhabituel pour l'urgentiste qui s'est trouvé ému de la sorte. D'ailleurs, les photographies des techniciens montrent le couteau ouvert dans le prolongement de la main de la victime, alors que le gendarme, auteur du tir mortel, raconte avoir redressé et déplacé le corps, ce qui indique que le canif a été déposé à cet endroit a posteriori. Ces contradictions, à la fois entre les versions des faits rapportés par les gendarmes et entre ces versions et les données des expertises, laissent entrevoir l'existence d'un mensonge, à la fois individuel, celui des tireurs, et institutionnel, du GIGN. Du mensonge, on fait souvent le contraire de la vérité, mais c'est à la sincérité qu'il faut l'opposer. Un mensonge est une déclaration dont on sait qu'elle est fausse et qu'on formule à l'adresse d'une personne avec l'intention de faire croire qu'elle est vraie. Le mettre en évidence peut être difficile. Celui qui ment sait qu'il ment, mais celui à qui il parle n'est pas censé le savoir. Quand bien même il le soupçonne, il lui est généralement malaisé de le prouver. Mais la révélation du mensonge, tout comme la recherche de la vérité, est une opération inégale. En justice, certains auteurs de mensonges ont plus de chances que d'autres de ne pas être démasqués en raison de leur statut et de leurs ressources sociales. C'est notamment le cas des agents des forces de l'ordre, et il y a plusieurs raisons à cela. Comme on l'a vu, d'abord, ils sont assermentés, et donc moins que d'autres censés mentir, et de plus se trouvent face à d'autres représentants comme eux de professions assermentées, notamment des magistrats et des avocats. Ensuite, ils développent un esprit de corps qui les conduit presque systématiquement à venir appuyer ce que disent leurs collègues soupçonnés d'avoir commis un acte répréhensible, même s'ils savent qu'ils mentent. Enfin, les personnes extérieures qui ont été témoins de cet acte et seraient donc en mesure de dénoncer le mensonge ne peuvent guère faire entendre leur voix, soit parce qu'on n'enregistre pas leur témoignage, soit parce qu'on le minorise dans la procédure, comme c'était le cas ici. De nombreux travaux de criminologie ont depuis longtemps décrit ces mécanismes. Il est des situations dans lesquelles les mensonges des agents des forces de l'ordre sont remarquablement fréquents. Lorsque des brutalités sont commises, la règle est que les agents concernés, leurs collègues, leur hiérarchie, essaient de les dissimuler ou tout au moins d'en habiller les circonstances de façon à les rendre légalement acceptables et donc non condamnables. La légitime défense est l'argument le plus souvent allégué. Le mensonge fonctionne alors d'autant mieux qu'il s'appuie sur des témoignages concordants. Le recours au mensonge collectif dans les cas de violence, a fortiori lorsqu'elles ont entraîné le décès d'une personne, présente au demeurant plusieurs avantages pour les agents des forces de l'ordre. Premièrement, il constitue une défense efficace, puisqu'il permet de disculper ceux qui les ont perpétrés, et l'on sait la modération des sanctions administratives et la rareté des condamnations judiciaires à l'encontre des policiers et des gendarmes qui sont impliqués directement ou indirectement dans la mort d'individus. Deuxièmement, il contribue au renforcement de la solidarité au sein du groupe, puisque les témoins en font preuve en joignant leurs paroles fallacieuses à celles de leurs collègues concernés, et que tous se trouvent désormais tenus par une sorte de pacte secret par la violation de leur serment. Troisièmement, il protège l'institution du risque d'atteinte de son image publique, ce qui explique en partie pourquoi les supérieurs et même les responsables politiques jusqu'au plus haut niveau de l'État n'hésitent pas à participer à la dissimulation de la vérité. Dans le cas des forces de l'ordre, le mensonge a une signification distincte de celle qu'elle a dans le cas des citoyens ordinaires. Pour ces citoyens ordinaires, il s'agit de mensonges individuels.
Pour les forces de l'ordre, les mensonges sont institutionnels, c'est-à-dire incorporés au cœur de l'organisation pour la prémunir d'enquêtes et de sanctions. De même qu'on parle aujourd'hui de racisme institutionnel pour penser la discrimination, on devrait par conséquent parler de duplicité institutionnelle pour penser le mensonge. La falsification des faits, lorsque des violences ont été commises, peut même aller au-delà de l'exonération de leurs auteurs. Elle peut en effet donner lieu simultanément à une incrimination des victimes. C'est ce que permet le délit d'outrage et rébellion contre agents dépositaires de l'autorité publique, qui a été de plus en plus souvent utilisé dans ce contexte en France au cours des 3 dernières décennies, sous la pression notamment du ministère de l'Intérieur. L'auteur des violences accuse celui qui les a subies en expliquant que c'est en réponse aux insultes et à l'agressivité de l'individu concerné que l'usage de la force a été rendu nécessaire. Le recours spécieux à l'outrage et rébellion pour escamoter les violences perpétrées est une tactique qui est d'ailleurs bien identifiée au sein de la police, au point qu'en interne, sa fréquence élevée sert d'indicateur de l'agressivité des agents, comme me l'expliquait un commissaire. Aux États-Unis, l'institutionnalisation du faux témoignage est d'ailleurs un phénomène tellement connu qu'il existe dans l'argot des policiers un terme qui en montre la banalité et même l'acceptabilité, testy lying, mot hybride mêlant ironiquement testifying, le fait de témoigner, et lying, le fait de mentir. Il désigne une pratique certes illégale, puisque le droit la qualifie de police perjury, dont professeurs de droit et chefs de la police conviennent qu'elle est extrêmement courante. 2 parties donc, dans mon propos et dans mon exposé, 2 temps de la recherche, enquête et contre-enquête. Si je peux me hasarder à une comparaison filmographique, j'ai construit mon travail et le livre qui en a été extrait, qui s'appelle « Mort d'un voyageur », d'abord comme Rashomon, le film d'Akira Kurosawa, que certains d'entre vous connaissent, dans lequel 4 versions du même meurtre commis dans le Japon médiéval sont racontées à la suite par 4 protagonistes. Puis, dans un deuxième temps, comme 12 hommes en colère, le film de Sidney Lumet, dans lequel l'un des membres du jury, qui doivent décider du sort d'un homme accusé d'homicide dans un tribunal des États-Unis, parvient, à force d'arguments, à faire basculer le consensus des 11 autres. Sur la base des éléments que j'ai recueillis, j'ai finalement proposé de reconstituer, au plus serré des déclarations et des expertises, les événements tels qu'ils ont pu se dérouler. Au risque de forcer le trait de la reconstitution, je raconte la scène de la tragédie du point de vue d'Angelo, tel que j'imagine qu'il l'a vécu, une fiction en somme, pour essayer de dire la vérité des faits. Soudain, un grand bruit, des hommes cagoulés se précipitent dans la cour en hurlant des ordres, le père s'est levé, il se tient devant la porte, il souffle à son fils d'aller se cacher dans la grange, Angelo se faufile derrière lui et disparaît dans la remise sur le côté de la maison. Là, dans l'obscurité à laquelle ses yeux n'ont pas le temps de se familiariser, il cherche à tâtons son chemin au milieu de vieilles planches, de meubles relégués, d'accessoires usagés, de cartons de livres. Se déplaçant prudemment, il prend soin d'éviter le vélo appuyé contre la poutre centrale et l'obus d'oxygène de son père. Il se dissimule au fond de la pièce, derrière une caisse, sous une toile plastique. Pendant tout le temps de la fouille bruyante et méthodique de la maison, il ne fait plus un geste. De sa retraite, il entend tout. Le tumulte des gendarmes dans la propriété familiale, leur vocifération pour faire taire ses parents, la plainte oppressée de son père réclamant en vain son traitement d'oxygène tandis qu'on lui intime de s'allonger sur le sol, le refus obstiné de sa mère de répondre aux questions qu'on lui pose sur le lieu où est son fils, la porte de la maison de son oncle défoncée à coups de pied de l'autre côté de la cour. N'ignorant pas qu'il est la cause de cette punition collective infligée à sa famille, Angelo tremble de rage et aussi de la crainte qu'on ne le trouve. Il retient son souffle, recroquevillé dans la pénombre, il tend l'oreille. Il a maintenant l'impression que l'opération touche à sa fin. Dehors, les ordres lancés à l'adresse de ses parents ne retentissent plus. Les hommes du GIGN semblent s'être éloignés. Il perçoit seulement les bruits étouffés de leur voix quelque part derrière la caravane. Ils ne l'auront pas trouvé. Son corps lui fait mal. Plus d'1 quart d'heure qu'il se tient accroupi, immobile, jambes engourdies. La tête lui tourne, il ne peut plus tenir, il faut qu'il bouge un peu. C'est le moment. Le danger paraît écarté, les recherches ont l'air d'avoir été interrompues. Il se redresse lentement, mais son épaule heurte un objet dont la chute résonne dans la recèle.
Angelo se fige, étreint par la peur. Le son métallique l'a traversé de part en part. Les gendarmes l'auront-ils entendu? Peut-être pas. Personne ne s'est précipité vers sa cache. À l'extérieur, tout est silencieux. Étrange silence cependant. Les conversations des gendarmes dont il percevait les lointains échos se sont tues. De longues secondes s'écoulent. Rien ne se passe. Soudain, la porte du local s'ébranle. 2 silhouettes émergent dans l'ouverture. Angelo s'est baissé à nouveau, s'efforçant tant bien que mal de reconstituer sa cachette improvisée contre le mur. La trouée de lumière l'aveugle. Tout juste devine-t-il les yeux perçant les orifices des cagoules sous les casques, et reconnaît-il les armes lourdes portées en position de tir. Lui voit les 2 hommes, mais eux ne discernent pas encore. D'autres silhouettes se dessinent dans l'encadrement. Avançant dans la pièce, les militaires butent sur des obstacles. Un faisceau lumineux balaye la petite pièce encombrée et s'arrête sur le recoin où il est tapi. Angelo comprend qu'il est découvert. Les 2 gendarmes sont juste devant lui, il veut se rendre, il se dégage de la toile qui le recouvrait partiellement, il lève les mains et tente de se mettre debout, n'a le temps de rien dire, n'a pas même le temps de se redresser complètement. Une rafale, puis une autre, l'atteignent en pleine poitrine. Une dernière balle le touche à l'abdomen. Il tombe dans la poussière, émet une brève plainte. Il se rend compte qu'on lui passe les menottes dans le dos, comme si c'était encore nécessaire. Dans la remise, des militaires entrent et sortent. Ils s'affairent en parlant à voix basse. Personne ne songe à effectuer des gestes de premier secours. À ses côtés, un gendarme lui parle, mais il ne comprend pas ce qu'il lui dit. Le sang sourd de ses plaies inonde son t-shirt, se répand sur le sol. Une sensation de froid l'envahit. Dehors, pourtant, la fraîcheur du matin a fait place à une douce chaleur. Temps idéal pour un barbecue. L'odeur de viande grillée flottait déjà dans l'air lorsque les gendarmes sont arrivés, interrompant ce rare moment de retrouvailles familiales. Il pense à son fils. Au cours de ces dernières semaines de cavale, ils sont devenus inséparables. Comme cul et chemise, aime dire sa mère. Il se demande si les militaires l'ont arrêté avant d'entrer dans la propriété tout à l'heure. Probablement, ils ont dû le cueillir par surprise alors qu'il était sur son téléphone. À moins qu'il ne les ait vus à temps et qu'il ait pu s'enfuir. De toute façon, ce n'était pas après son fils qu'ils en avaient, c'était après lui. Et pourquoi avoir employé ainsi les grands moyens en envoyant le GIGN? Pourquoi ne pas avoir simplement dépêché les gendarmes de la commune voisine, comme ils l'ont fait pour son frère, il y a quelques semaines? Sa pensée se trouble. Un jour, tu verras, ils auront ta peau, l'avait prévenu son père un mois plus tôt. Les Schmitt, ils te tueront. Tu ferais mieux de te rendre. Mais retourner en prison, non, c'était trop dur. Après toutes ces années, il supportait de moins en moins d'être enfermé. Puis il y avait cette autre peine qui allait tomber. Elle serait longue cette fois, et sûrement une autre encore pour ne pas être rentré de sa permission. À chaque passage devant le juge, la sentence s'alourdissait. Quand les gendarmes étaient venus prévenir ses parents que son frère devait se présenter au poste pour exécuter une peine d'emprisonnement, sa sœur lui avait suggéré d'aller avec lui et de rentrer finir la sienne. Il avait hésité. S'il obtenait de l'administration pénitentiaire le rapprochement familial, il pourrait, son frère et lui, se retrouver dans le même centre de détention. Mais sa peine à lui serait augmentée d'une nouvelle, de 2 même. Il serait alors seul pendant plusieurs années, et il ne l'ignorait pas, les visites au parloir, il n'en aurait pas beaucoup, ni de sa famille, ni de ses camarades, ni de ses anciennes compagnes. Alors il avait renoncé, et puis il savait son père en mauvaise santé, il voulait profiter à ses côtés du temps qui lui restait à vivre. Il ne voulait pas être en prison quand il s'en irait. Il se doutait qu'après ce qui s'était passé, on ne lui redonnerait pas de permission de sortir pour l'enterrement. Non, décidément, il ne se rendrait pas. Dans le local sombre, Angelo agonise, seul, à quelques mètres de son père, auquel il vient d'imposer malgré lui cette outrageante épreuve, et dont il perçoit maintenant, assourdi, les cris de désespoir. Autour de son corps d'où la vie s'échappe, des gendarmes harnachés et casqués s'agitent et chuchotent. Leurs mouvements et leurs voix se font de plus en plus indistincts. Le daron avait raison, pense Angelo. Les Schmitt, ils m'ont eu. Si on reprend les 3 approches philosophiques de la vérité, on comprend que lorsque le procureur avait dit qu'il s'efforcerait d'utiliser les outils de la loi pour établir la vérité, ajoutant qu'on l'appellerait la vérité judiciaire, il se référait implicitement, probablement sans le savoir, mais en tout cas en le devinant, à la théorie pragmatiste selon laquelle la vérité est ce qui est retenu au terme de l'enquête et sur quoi un certain consensus social devra exister. Il ne prétendait pas que les choses se fussent passées comme l'instruction les a reconstituées, c'est-à-dire comme les gendarmes l'ont raconté. La vérité était pour lui ce que disait la justice.
À l'inverse, j'ai tenté de mobiliser la théorie de la correspondance, autrement dit de découvrir la réalité des faits tels qu'ils s'étaient déroulés, et donc sur la base d'une contre-enquête, de proposer un récit qui soit conforme à cette réalité. Cette version, je l'ai appelée « vérité ethnographique », en réponse à la vérité judiciaire, pour signifier que, comme dans tout travail de cette nature, il est considéré d'une part que toutes les voix et toutes les versions se valent, alors que celles de la famille ont été ignorées par la justice, et d'autre part que toutes les pièces du dossier doivent bénéficier de la même attention en dehors de toute pression des institutions et de toute relation de pouvoir. Cette vérité ethnographique est donc le contrepoint de la vérité judiciaire. Mais l'analyse doit aller plus loin. Le rôle de la justice dans cette affaire se limite à déterminer si les mises en examen pour violence avec usage d'une arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner doivent ou non être jugées aux assises et, le cas échéant, faire ou non l'objet d'une condamnation. La vérité judiciaire a tranché en produisant un non-lieu. Le travail que j'ai conduit aboutit à une toute autre conclusion. La vérité ethnographique établit une suspicion suffisamment forte sur la culpabilité des gendarmes pour qu'ait été justifié un procès. Mais l'une comme l'autre de ces deux vérités sont circonscrites à l'espace de la remise et à la temporalité des événements qui s'y sont déroulés. À côté de la théorie pragmatiste permettant d'analyser la décision des magistrats et à côté de la théorie de la correspondance, autorisant une autre lecture des faits, celle que j'ai proposée, on peut faire appel, et on doit, je crois, faire appel à la théorie de la cohérence, ou tout au moins une interprétation libre de cette théorie, afin de produire une vérité qu'on peut appeler cette fois sociologique, qui consiste à s'affranchir de ces limites spatio-temporelles pour situer ce qui s'est joué lors des tirs dans un cadre plus large. En effet, l'enjeu du drame ne peut pas être seulement de savoir si les deux gendarmes ont fait feu en état de légitime défense ou bien s'ils ont commis une faute en cédant à la panique lorsqu'ils ont découvert l'homme qu'ils étaient venus interpeller. Il doit aussi être de comprendre les circonstances qui conduisent à ce qu'une opération mobilise une vingtaine de militaires en formation d'assaut pour arrêter un homme dont l'essentiel des délits a consisté en des conduites sans permis et des vols sans violence, et qu'un juge de l'application des peines a estimé suffisamment peu inquiétant pour lui donner une permission de sortir de prison aux 2/3 de sa peine. Pour ce faire, deux éléments sont essentiels à prendre en considération. L'un concerne l'évolution sécuritaire des sociétés contemporaines, l'autre les pratiques discriminatoires à l'encontre des communautés des gens du voyage. Premièrement, avec la multiplication d'unités spéciales des forces de l'ordre théoriquement chargées d'intervenir dans des contextes extrêmes, tels que des actes de terrorisme ou des prises d'otages, on assiste de fait à un abaissement de leur seuil d'intervention dans la mesure où leur existence implique leur utilisation, bien sûr, et très au-delà des événements exceptionnels pour lesquels ils ont été conçus. Le GIGN a été créé en 1974 avec un escadron d'une centaine de gendarmes. Depuis 2021, il se compose d'un échelon central et de 14 antennes, dont 7 en France métropolitaine, soit 1 millier de gendarmes, 10 fois plus. Les modalités de l'interpellation d'Angelo traduisent le fait que pour des opérations de plus en plus ordinaires, on n'hésite pas à faire appel au GIGN. Puisqu'il existe, il faut bien qu'il soit employé, et heureusement les actes de terrorisme et les prises d'otages sont rares. On lui confie ainsi des interventions pour des cibles mineures. C'est la même logique qui a prévalu dans la dissémination des BAC, les brigades anticriminalité, dans les quartiers populaires, et dans la banalisation du recours aux ERIS, les équipes régionales d'intervention et de sécurité, dans les prisons. On assiste ainsi à une militarisation des forces de l'ordre dans le cadre de politiques sécuritaires. Mais deuxièmement, les effets de cette évolution ne se distribuent pas également dans la société. Il faut en effet se demander quelles sont les conditions de possibilité d'une intervention aussi disproportionnée que funeste. Les témoignages des gendarmes impliqués dans cette opération confirment à cet égard que le fait que l'interpellation concernait un voyageur a été un élément déterminant dans la décision de la justice de faire appel au GIGN plutôt qu'à d'autres unités de gendarmerie moins surarmées, comme le procureur m'a dit que cela aurait dû être le cas. D'abord parce que les individus ainsi caractérisés sont généralement vus a priori comme dangereux et font l'objet de craintes peu rationnelles,
dans la mesure où il est exceptionnel qu'ils s'en prennent aux personnes en dehors de leur communauté et a fortiori s'attaquent aux forces de l'ordre, surtout s'agissant de personnes sédentarisées, bien connues des gendarmes, de leur brigade territoriale. Ensuite, parce que les militaires savent que même si des abus sont commis lors d'une intervention dans cette population, ils seront sans conséquence, comme l'atteste le fait que les humiliations de la famille, les destructions de leur habitation n'aient fait l'objet d'aucune excuse ni indemnisation. Ce sont ainsi la déconsidération et la stigmatisation et la marginalisation des voyageurs qui rendent possible ce qui serait inimaginable dans d'autres mondes sociaux. Le racisme diffus à leur encontre, dans l'ensemble de la société, est bien la cause sociologique ultime de la mort d'Angelo, tout autant que les tirs qui l'ont exécuté. Une histoire simple, donc, que celle d'Angelo. Pendant longtemps, de tels drames sont demeurés invisibles à la majorité. Les versions officielles justifiaient les pratiques punitives en disqualifiant les victimes et en disculpant les policiers responsables au nom de la défense de l'ordre public. Depuis quelques années, cependant, ils ont été mis en lumière par des mobilisations politiques. Aux États-Unis, c'est le mouvement Black Lives Matter qui s'est déployé après la mort de Michael Brown, abattu par un policier à Ferguson, Missouri, en 2014. En France, ce sont les comités Justice et Vérité, dont le plus connu concerne Adama Traoré, décédé dans la gendarmerie de Beaumont-sur-Oise, peu après son interpellation en 2016. Surtout les images de l'agonie de George Floyd, étranglé par un agent des forces de l'ordre de Minneapolis le 25 mai 2020, ont donné à cet événement tragique un retentissement mondial, en résonance avec les violences policières à l'encontre des minorités dans de nombreux pays. Ce qui jusqu'alors était un point aveugle de l'espace public fait désormais partie du sens commun. Ce que les sociétés avaient implicitement toléré semble devenu intolérable. La mort d'Angelo trouve place dans cette nouvelle économie morale, où ce qui est en cause, ce n'est pas seulement la suppression d'une vie, mais l'indignité des circonstances de ce décès, notamment du traitement du corps du défunt et le mensonge institutionnel permettant le plus souvent que les responsables demeurent impunis, qui s'ajoute à la flétrissure de la mémoire des victimes. Nouvelle Antigone, la sœur se bat pour restaurer la respectabilité de son frère mort et à travers lui, des gens du voyage, en s'opposant ainsi à tous les créons qui se revendiquent de l'autorité publique. Dans ce contexte, quel peut être, pour finir, le rôle des sciences sociales ? En faisant d'abord entendre toutes les versions des faits, j'ai tenu à accorder la même valeur à toutes les voix, ce que ne fait pas la justice pour des raisons de hiérarchie des crédibilités et de force des affinités dont j'ai parlé. Mais en mettant en question le jugement des magistrats, leur vérité judiciaire, dont j'ai considéré qu'elle procédait de la théorie pragmatiste, j'ai voulu montrer qu'une autre lecture des faits, plus neutre, plus réaliste aussi, était possible. En ont résulté deux vérités qui se démarquent de la vérité judiciaire. Premièrement, une vérité ethnographique fondée sur la théorie de la correspondance, permettant de rétablir les faits tels qu'ils se sont probablement produits. Deuxièmement, une vérité sociologique, sur la base d'une interprétation libre de la théorie de la cohérence, autorisant une analyse des conditions de possibilité des pratiques mortifères des forces spéciales. Il s'est donc agi pour moi d'ouvrir la boîte noire du fonctionnement de l'État, et plus particulièrement de sa part répressive, à savoir la police et la justice, là où les sciences sociales tendent habituellement à se situer au contraire plutôt à l'extérieur. Pour le dire autrement, j'ai enquêté sur l'enquête, donnant à voir ce que les magistrats ont fait disparaître. En effet, l'information judiciaire est protégée par le secret que seul le procureur peut lever. En décidant d'un non-lieu et par conséquent en empêchant qu'un procès puisse avoir lieu, la juge d'instruction avait soustrait l'affaire au regard du public. Après sa décision, sa confirmation par la Cour d'appel et la non-recevabilité du pourvoi en cassation, toutes les procédures de recours ayant été épuisées à la justice française, la famille a saisi, je l'ai dit, la Cour européenne des droits de l'homme. Dans le dossier qu'elle a présenté, se trouvaient les chapitres de mon livre correspondant à la contre-enquête. Si la Cour identifie que la Convention européenne des droits de l'homme a été violée dans cette affaire, il n'y aura pas de procès pour les policiers, qui sont donc définitivement innocentés, mais c'est l'État français qui sera alors condamné pour le fonctionnement de ses forces de l'ordre et de son institution judiciaire et devra verser des indemnités à la famille. Si tel est le cas, ce sera pour elle la fin d'un long combat pour la vérité et pour la justice. Je
Je vous remercie.